Enfin de la lumière et l'explosion de joie de ces Espagnols à la terrasse du café. L'ambiance est digne des matchs de football. Partout dans le pays, des cris de joie ont percé la nuit. Enfin, crie cette habitante depuis sa fenêtre. Après 9 heures sans électricité, le courant vient également de revenir dans ce quartier. Un retour à la normale progressif en Espagne, après la panne gigantesque qui a touché toute la péninsule ibérique. L'électricité est désormais rétablie à plus de 99% dans le pays. Alors ce matin, beaucoup filment la fin de leur cauchemar. Viens, l'électricité est revenue. Cet homme affirme avoir été coincé 8 heures dans cet ascenseur. Waouh! 8 heures dans le noir. Mon Dieu, quel délire, les gars. Hier, il est 12h30 quand soudain le pays se retrouve plongé dans le noir. Dans les tunnels du métro, c'est à la lumière des téléphones que ces passagers cherchent la sortie. Et dans ce musée, l'incompréhension de cet homme en pleine interview quand la lumière s'éteint. Alejandro, qu'est-ce qui se passe? Pendant des heures, il a fallu apprendre à vivre sans lumière, circuler avec comme seul repère ces bâtons fluorescents. Je pars du travail et dois rentrer chez moi, trouver ma maison dans le noir, sans rien. Aujourd'hui, dans les rues de Madrid, les feux tricolores fonctionnent à nouveau et la circulation est fluide. Les commerces rouvrent et les habitants peuvent à nouveau joindre leurs proches. Reste une question, que s'est-il vraiment passé ? 15 gigawatts d'électricité ont été soudainement perdus, et le tout en 5 secondes. 15 gigawatts, c'est 60% de la demande espagnole à cette heure-là. L'origine de la panne n'est toujours pas déterminée, mais la piste d'une cyberattaque est désormais écartée. On va aller sur le terrain justement, voir comment évolue la situation qui s'améliore évidemment par rapport à hier très nettement, mais il reste quelques difficultés. On va aller en direct de Barcelone retrouver Maxime Laurent. Bonjour Maxime, quand est-ce qu'on pourra parler d'un retour à la normale à la gare de Barcelone notamment où vous vous trouvez ? Écoutez, ça devrait arriver dans les prochaines heures. Regardez sur ces images de Laurent Lefebvre, cette gare donc de Barcelona-Centre qui dessert notamment Paris et la France. Le hall était encore bondé ce matin, c'est en train de s'apaiser progressivement. Alors il y a encore des centaines de personnes ici qui attendent leur train, à la fois des gens qui sont restés bloqués depuis hier, des gens qui ont été rapatriés depuis Madrid et puis des gens qui avaient leur ticket pour aujourd'hui et qui ont bien l'intention de prendre leur train. Le premier TGV de la SNCF est arrivé en gare à 14h30, il devrait partir à 16h30 en direction de Paris. Vous voyez donc que le trafic progressivement est en train de se fluidifier. Reste à fluidifier également ce flux de voyageurs qui est très important. Et ici, une question demeure dans toutes les têtes. Comment une telle panne de courant a pu arriver dans toute la péninsule ibérique en une seule nuit? Tout a été coupé et les gens veulent ici des explications, demandent des explications et espèrent en avoir prochainement. L'enquête continue. La REE, le gestionnaire du réseau électrique espagnol, est en train de continuer ses investigations. On devrait peut-être avoir des réponses dans les prochaines heures. Merci beaucoup Maxime Laurent depuis la gare de Barcelone pour France Info. Merci à vous. Et pour en parler en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Brosse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques. Merci d'être avec nous. Et bonjour Christophe Gascard, notre spécialiste des questions internationales à France Info. Peut-être première question, Thierry Brosse. Comment se fait-il que plus de 24 heures maintenant après le début de cette panne, on ne sache toujours pas la cause exacte ? Et oui, ça c'est un peu gênant pour les Espagnols, mais aussi pour les Français, mais aussi pour le reste des Européens, parce qu'il faut comprendre pourquoi cette panne a eu lieu, pourquoi ce blackout s'est généré. Est-ce que c'est une cyberattaque? Votre réponse est non. Est-ce que c'est des attaques? La réponse est non. Est-ce que c'est le premier blackout de l'ère verte, de la transition verte? C'est peut-être cela, mais on a besoin de le savoir. Et nous, Européens, on a besoin de le savoir encore plus, je dirais, que les Espagnols, parce que quand même, il faut se rappeler que la transition énergétique en Espagne, elle a été menée par Teresa Ribera, et que Teresa Ribera, aujourd'hui, elle est vice-présidente de la Commission européenne en charge de la transition propre. Donc, effectivement, si la transition énergétique ne s'est pas bien déroulée en Espagne, et ça a quand même coûté 1 milliard à l'économie espagnole, ce blackout, eh bien nous, Européens, nous avons besoin de le savoir pour adapter notre transition énergétique. On va revenir évidemment sur les pistes qui sont évidemment sur la table. Mais on l'a dit, Christophe Gascard, a priori, le gouvernement écarte la piste de la cyberattaque. Voilà. Bon, il y a quand même une enquête qui est ouverte. C'est toute l'ambiguïté. La piste de la cyberattaque est effectivement écartée en Espagne et au Portugal, c'est ce que l'on apprend. Mais
Dans le même temps, on apprend que la justice espagnole ouvre une enquête sur un éventuel sabotage informatique. Le juge de l'audience nationale, José Luis Camala, a donc ouvert cette enquête préliminaire pour déterminer effectivement si la panne de courant a donc survenue hier dans le réseau électrique espagnol et qui avait affecté donc tout le pays pourrait être un acte de cybersabotage contre des infrastructures civiles espagnol. Ce qui prouve donc, à l'heure où l'on se parle, 24 heures après, qu'en fait on est un peu dans le flou, très clairement, parce qu'il y a différentes hypothèses. Cyberattaque qui est mis de côté par les autorités, et de l'autre côté, la justice espagnole qui ouvre quand même une enquête. Pour l'instant, toutes les options sont ouvertes. Thierry Brosse, il y avait d'autres pistes qui ont été, elles, pour le coup, écartées d'incendie sur une ligne ou de panne matérielle isolée. Ça, a priori... A priori, c'est ce que... A priori, ça, c'est écarté. Absolument. Parce que ça n'aurait pas pu, pour qu'on comprenne comment ça se passe, ça n'aurait pas pu avoir ce type d'incidence à ce niveau-là, un incident local. Ce que dit le Premier ministre, c'est que finalement, ils ont perdu 60% de leur capacité de production en quelques secondes, cela, on ne peut pas le rééquilibrer. Ça ne peut pas non plus être lié à une saturation de la consommation, puisque ça arrive en hiver ou pendant une canicule. Là, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un problème de ce type-là, en cette saison. Alors, pas forcément, parce que je vous rappelle que l'électricité, la difficulté de l'électricité, c'est qu'il faut que la demande soit équilibrée à l'offre à tout instant. Et comme en Espagne en particulier, on a mis beaucoup de renouvelables et peu de batteries, eh bien, vous avez ce risque-là. Alors, c'est peut-être l'offre qui a baissé de 15%, mais c'est peut-être aussi, de l'autre côté, un problème de demande. On ne sait pas bien aujourd'hui. On imagine que c'est plutôt un problème de production qu'un problème de demande. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que l'électricité, c'est compliqué parce que vous devez équilibrer l'offre et la demande à tout instant. Et en plus, c'est plutôt... En temps réel. En temps réel. Et en plus, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est plutôt un problème de fréquence. C'est-à-dire qu'il faut que votre réseau fonctionne à 50 Hz pour alimenter l'intégralité de l'Espagne et de l'Europe à la même fréquence. Donc vous avez un problème de fréquence en plus qui est plutôt celui-là qui serait à l'origine de du blackout. Alors, il y a une des pistes que vous évoquiez, effectivement, c'est la piste de l'efficience de l'énergie renouvelable, qui là, peut-être, a posé question. Je vous propose d'écouter André Merlin, fondateur de RTE. Il était tout à l'heure sur notre antenne. Écoutez son analyse. Avant que ceci se produise, il y avait les 2/3 de l'électricité au niveau de la péninsule ibérique qui étaient produites à partir de panneaux photovoltaïques. Le fait qu'il y ait eu une dépression qui est venue très rapidement sur la péninsule ibérique, je pense que ça a fait baisser très rapidement la production d'origine photovoltaïque. Et à partir du moment où ce déséquilibre n'est pas résorbé rapidement, en l'espace de quelques secondes... C'est-à-dire que d'un coup, il y avait plus de demandes que d'offres. Voilà, exactement. C'est cela ? Exactement. Et donc, il y a eu un effondrement du système électrique, c'est-à-dire une mise hors tension sur les 2/3 du territoire de la péninsule. Thierry Brosse, c'est ce que vous expliquiez à l'instant, c'est-à-dire qu'a priori, il y a eu plutôt un problème de l'offre, mais ce qu'explique notre invité tout à l'heure, c'est quand même un peu inquiétant, c'est-à-dire que là, ce serait peut-être une dépression qui est passée sur l'Espagne et qui aurait provoqué, en fait, ce dysfonctionnement. Et oui, parce que là, si on se dit qu'une dépression sur un pays peut provoquer un tel chaos, effectivement, ça pose des questions pour la suite. Oui, mais ça, on le savait. Je veux dire, une dépression ou qu'il y ait du vent ou pas du vent pour les éoliennes, c'était le même problème. Et donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir un plan B. Quand vous avez une stratégie électrique et votre plan B, c'est des énergies pilotables, c'est-à-dire des centrales à gaz, des centrales nucléaires pilotables, des centrales à charbon si vous avez encore du charbon. Si vous les avez enlevées, eh bien à ce moment-là, vous n'avez plus de pilotable et donc vous n'avez plus de plan B. Et donc, ce qui s'est passé en Espagne, c'est, eh bien, face à ça, ils n'ont pas été en capacité, c'est ce que votre invité expliquait tout à l'heure, de compenser très rapidement. Et à ce moment-là, tout le système s'effondre. Et est-ce que, parce que vous le disiez aussi, il y a une interconnexion des systèmes européens. Là, j'ai les chiffres, je crois, de d'RTE sous les yeux. Voilà, il y a 37 liaisons transfrontalières en France. Il y a effectivement un système totalement, une interdépendance totale. Est-ce que la France n'aurait pas pu, compenser beaucoup plus rapidement? Est-ce que là, il y a eu un problème de gestion? Alors, la France, il semblerait, se soit déconnectée. Quand il y a eu une instabilité sur le réseau ibérique, la France est déconnectée. Donc, nous avons été sauvés parce que le réseau espagnol a été déconnecté. Et à ce moment-là, évidemment, on ne peut plus aider les Espagnols. C'est après qu'on a été en capacité d'aider les Espagnols. Mais la première chose, c'est que le système français a déconnecté vis-à-vis d'un système espagnol qui n'était plus à la fréquence.
Ah, c'est ça, c'est-à-dire par raison de protection, automatiquement, Absolument. le système Absolument. se déconnecte. Si les informations qu'on a sont les bonnes. Peut-être pour revenir sur ce qui a été déclaré, on a entendu, l'Union européenne tirera les leçons de cet incident d'une ampleur inédite. Concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier, Christophe Gascard? Parce que c'est important, et d'ailleurs le Premier ministre a lancé une commission d'enquête sur les causes de cette méga panne, parce qu'il faut comprendre d'où ça vient, et nous sommes interconnectés en Europe. Et c'est important de le voir. Alors nous, dans notre position géographique française, déjà on est différent des Espagnols parce qu'on a une indépendance énergétique grâce notamment au nucléaire, mais vous le savez, nous avons des voisins qui pourraient prendre le relais si c'était le cas, en l'occurrence l'Allemagne ou encore l'Italie. Et ce n'est moins le cas pour l'Espagne parce que vu sa position bien géographique, si effectivement nous, la France, nous coupons pour nous protéger ici, eh bien en fait nous n'avons plus moyen d'aider l'Espagne et le Portugal. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ça. Néanmoins, ce n'est pas le seul pays qui a été aussi touché. Par périphérie, on a aussi appris que cette panne géante avait eu des conséquences jusqu'au Groenland, avec des SMS, de téléphone et Internet et tous les moyens de communication qui avaient été donc coupés hier soir. Pourquoi ? Parce que c'est géré en partie donc de l'Espagne, et puis au Maroc, ça a été également impacté par cette panne ibérique avec les connexions d'Internet d'Orange et les systèmes d'enregistrement et d'embarquement des aéroports qui ont été interrompus hier. Donc on le voit bien que nous sommes dans cette Europe interconnectée, raison pour laquelle il sera utile effectivement de savoir comment, pourquoi et surtout comment agir si ça nous arrive. Quand on dit l'Union européenne va tirer les leçons, ça veut dire quoi concrètement ? Écoutez, j'espère qu'elle va tirer les leçons parce qu'effectivement, il faut comprendre si c'est le premier blackout de la transition énergétique, il faut peut-être s'asseoir, réfléchir et voir comment est-ce qu'on va adapter la transition énergétique. Il y a quelques jours, l'Espagne nous disait être très heureuse d'avoir 100% d'énergie renouvelable dans son mix. Donc je crois qu'il faut vraiment que l'Union européenne s'attarde à ce sujet-là et nous explique comment ils veulent faire et quels changements on va mettre. Parce que les déclarations à l'emporte-pièce des politiques, on en a eu beaucoup. Je vous rappelle que la commission Van der Leyen 1, au début, nous parlait d'hydrogène comme solution au mix énergétique. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là, mais il va falloir effectivement que l'Europe regarde et tire les leçons pour les Européens et pour les Français en particulier. En France, quelle est la répartition du mix énergétique ? Est-ce que ça pourrait arriver, par exemple, chez nous ? Le problème, ce n'est pas qu'un problème de mix électrique, c'est un problème de réseau. Je crois que ce qu'on a oublié, c'est que pendant 20 ans, on ne s'est pas trop préoccupé du réseau. Je revenais aux déclarations politiques. Les politiques nous ont expliqué on veut faire des centrales ou on arrête les centrales nucléaires, mais personne ne s'est jamais occupé du réseau. Aujourd'hui, c'est finalement la revanche des ingénieurs. Les ingénieurs, vous avez besoin d'un réseau résilient. Et donc, il va falloir mettre de l'argent dans le réseau, donc ça veut dire regarder l'entretien du réseau. La modernisation, et je pense que la modernisation du réseau, elle va pouvoir bénéficier en plus aujourd'hui de tout ce qui est intelligence artificielle. Parce que équilibrer, je vous ai évoqué ça tout à l'heure, équilibrer l'offre et la demande, l'intelligence artificielle est capable de le faire finalement mieux que l'humain. Vous me corrigerez peut-être, mais le chiffre annoncé par RTE, c'est 100 milliards d'euros investis justement dans l'entretien. C'est pas suffisant ? Mais on n'a finalement pas beaucoup investi sur le réseau historique. On a beaucoup investi sur les connexions et les interconnexions pour connecter les nouvelles fermes solaires, les nouvelles fermes éoliennes, etc. Et sachant que d'ici 2035, RTE prévoit de doubler ses capacités d'interconnexion. Donc effectivement, il y a un effort très important qui est fait. Mais le réseau historique existant finalement, et oui, il doit être entretenu, mais il doit aussi être upgradé. C'est-à-dire, on doit rajouter cette intelligence artificielle qui finalement, on ne pouvait pas le faire. Je pense que c'est l'occasion de faire passer le réseau du 20e au 21e siècle. Et donc là, vous le dites, c'est l'intelligence artificielle qui peut être la solution ? Je pense que l'intelligence artificielle, quand on parle aux opérateurs de réseau, c'est l'intelligence artificielle qui va vraiment aider à booster ce réseau, à accroître la résilience de ce réseau. Et puis surtout, vous l'évoquiez tout à l'heure, les data centers, puisque c'est ça aussi qui est important, il faut que les data centers aient l'électricité 24 heures sur 24. Donc les data centers ne pourront s'implanter que dans des endroits où il y a cette sécurité absolue. Christophe Gascard, là on le disait effectivement, la France ensuite est venue entre guillemets au secours de l'Espagne pour apporter de l'électricité, mais parfois c'est l'inverse. J'avais noté en janvier 2019, la France, c'était cette période de grand froid, avait importé beaucoup d'électricité puisqu'il y avait eu un pic de consommation auquel la production française ne pouvait pas faire face. Donc la France en bénéficie aussi. C'est encore une fois l'illustration de cette interconnexion
au niveau européen. Et c'est peut-être ça qui a pêché en Espagne, parce qu'elle est peut-être un peu moins bien placée géographiquement. C'est ce que vous nous Oui, mais en fait, si on regarde bien la carte européenne, si on déconnecte effectivement avec la France, il n'y a pas moyen pour les Italiens notamment, ou alors pour les Allemands tout simplement, de faire passer l'électricité, ce qui explique qu'ils ont une position géographique particulière. Nous sommes d'une certaine manière, en étant au centre de l'Europe, un peu plus protégés, mais nous sommes effectivement interdépendants l'un vis-à-vis des autres. Alors cette coupure, bien évidemment, elle est médiatique, mais ce n'est pas la seule. Elle remonte, il y en a eu plusieurs d'ailleurs dans l'histoire. On se souvient notamment en France, un blackout le 19 décembre 1978. Pour les plus anciens, on était à peine nés, mais néanmoins, ça a été une panne sur toute la France pendant plusieurs heures. Et puis, il y en a eu également en Europe le 4 novembre 2006. 10 millions d'Européens avaient été plongés dans le noir aussi pendant plusieurs heures. Et l'Italie aussi le 28 septembre 2003. Donc, ce sont, j'allais dire, malheureusement, des choses qui arrivent, pas fréquemment, fort heureusement, mais tout l'objectif, c'est effectivement pour les autorités compétentes, à la fois espagnoles, mais aussi européennes, vous l'avez dit, d'en tirer les enseignements pour qu'on puisse réagir finalement assez vite. On voit là qu'il y a encore quelques difficultés. C'est difficile de remettre en place un système qui a été totalement à l'arrêt pendant plusieurs heures. Oui, c'est difficile. Et encore une fois, le système électrique, c'est pas forcément le plus difficile. Le système gazier est plus difficile. Mais je voudrais revenir sur l'interconnexion. La difficulté de l'interconnexion entre la France et l'Espagne, c'est les Pyrénées. Et c'est effectivement que les populations locales sont assez contre que l'on tire des lignes haute tension ou des tuyaux. Il y a aussi ça qui fait que la péninsule ibérique est moins bien connectée que le reste de l'Europe. Et pour en revenir justement au temps que ça met pour revenir à une situation à la normale, on le voit, on est à plus de 24 heures après le début de cette panne et il y a encore quelques difficultés. Ça s'explique comment, le fait que le courant revient, mais bon, la situation n'est pas encore je pense que ça, c'est des problèmes techniques à des niveaux régionaux. Mais effectivement, ils ont essayé d'alimenter au départ les grandes villes, je suppose, et il reste quelques nœuds complexe, difficile à résoudre. Est-ce qu'il y aurait pu avoir, là on sait, les centrales nucléaires espagnoles ont été mises à l'arrêt, c'est une procédure de sécurité automatique. Est-ce que ce type de blackout massif pourrait avoir provoqué des incidents ? Est-ce que, ou est-ce que tout est prévu pour que, automatiquement, par exemple, les centrales nucléaires s'arrêtent Sur ce système-là, on voit que ça a bien marché, puisque effectivement, les centrales nucléaires doivent s'arrêter quand elles ne sont plus alimentées, quand elles n'alimentent plus le réseau, et donc ça a très bien marché. Là où ça a un peu moins bien marché, c'est ce que j'évoquais, c'est ce fameux plan B, c'est-à-dire quels sont les endroits de l'économie qui bénéficient d'une sécurité d'approvisionnement plus ou moins certaine. Alors les hôpitaux, vous voyez, ça a plutôt bien marché puisqu'ils ont tous eu des générateurs et effectivement, ils ont été en capacité de tenir plusieurs jours. Exactement. Et donc, vous voyez, ça marche. Et donc, effectivement, vous avez des pans de l'économie. Manifestement, le métro, ça ne marchait pas. Et donc, vous avez des pans de l'économie où il faut peut-être réfléchir à quels sont les éléments qu'il faut intégrer dans la sécurité d'approvisionnement de ces plans de l'économie. Parce que, par exemple, je pensais aussi, là, on voyait les gens se ruer dans les supermarchés. À un moment donné, il y a aussi du frais. Au bout de quelques heures, ça ne fonctionne plus. On a vu des reportages aussi avec des pharmaciens qui étaient embêtés parce qu'il y a beaucoup de vaccins, beaucoup de médicaments qui ont besoin d'être au frais. Ça, c'est peut-être des questions qu'il va falloir se poser, que cet exemple espagnol nous oblige à nous poser. Oui, alors après, vous avez coût-bénéfice. Mais c'est pour ça que j'évoquais que je pense que cet exemple espagnol va freiner les ardeurs des data centers de se localiser en Espagne, puisqu'ils comprendront qu'il y a ce risque et que ce risque s'est matérialisé hier. Merci beaucoup Thierry Brosse d'être venu sur ce plateau pour nous apporter votre expertise sur cette actualité. Merci à vous, merci Christophe Gascar, on se retrouve tout à l'heure.